Bonjour Pascal Galvani. Donc tu es professeur-chercheur associé de l'Université Rimouski au Québec et tu diriges également et coordonnes la revue Présence, qui est, je trouve, une très belle revue qui donne un espace de parole et de réflexion à des praticiens-chercheurs pour le renouvellement des savoirs et des pratiques psychosociales. Et ton dernier ouvrage, donc, que je recommande vivement, s'intitule Autoformation et connaissance de soi. Donc il est paru cette année. Je crois qu'on peut dire qu'il fait la synthèse de toute une carrière de recherche sur l'exploration de l'auto-formation dans l'éducation tout au long de la vie, dans une approche transdisciplinaire et holistique, et il introduit de nouvelles pratiques alternatives pour répondre à la crise écologique planétaire. Alors aujourd'hui, Pascal, je te propose qu'on aborde une réflexion sur la recherche-action comme mode de recherche, comme mode de développement des pratiques éducatives. Le terme de recherche-action, en fait, c'est un terme qui rassemble une diversité d'approches, de pratiques. Personnellement, je me situe dans une tradition qu'on peut appeler réflexive, c'est-à-dire, en fait, c'est les recherches-actions dans le champ de l'éducation permanente, donc l'éducation, la formation tout au long de la vie, comme tu disais. Et elle est un peu au croisement, si je regarde l'ensemble des personnalités qui ont irrigué ce courant, au croisement des démarches d'éducation populaire et des démarches universitaires, de recherche en sciences humaines. Donc il y a eu des gens comme Henri Desroches, René Barbier, Gaston Pinault, qui ont été les plus proches auxquels j'ai été les plus proches, mais il y en aurait beaucoup à citer. Donc dans cette perspective, moi, je définirais la recherche-action comme une formation par la recherche sur l'expérience. Donc, vous voyez, il y en a d'autres qui pourraient définir comme une recherche sur l'action. On verrait plus quelque chose de descendant des chercheurs vers les praticiens. Moi, c'est plus une formation par la recherche sur l'expérience, donc une réflexivité des acteurs. On peut dire que c'est l'articulation de la réflexion sur l'action qu'on a tous et d'une méthodologie de recherche. On peut aussi dire ça comme ça. Donc, en fait, une méthode de recherche, c'est tout simplement, classiquement, une question, une question sur la réalité, un état des savoirs sur cette thématique, une collecte de données qui concerne le problème étudié, une analyse de ces données, une production de savoir, nouvelle de savoir, et une nouvelle compréhension de la réalité. Bon, ces étapes classiques de la recherche, finalement, dans la recherche-action, je dirais que ce qui est important, un des premiers critères pour moi, c'est qui décide et qui définit chacune de ces étapes. Est-ce que c'est collectivement ou est-ce que c'est descendant là encore. Une recherche-action qui, pour moi, respecte l'intelligence issue de l'expérience des acteurs doit permettre de négocier chacune de ces étapes. Le mieux qu'on peut. On ne peut pas toujours, idéalement, tout faire, mais le mieux qu'on peut. Voilà, donc pour moi, il s'agit d'animer, de solliciter, d'accompagner une réflexion sur l'expérience de chacun des participants et une mise en dialogue de l'interprétation de ces expériences entre les participants et avec les savoirs issus des sciences humaines, des arts, de la philosophie. Donc, c'est vraiment un travail de réflexivité et de mise en dialogue. Donc, comme je venais de le dire, pour moi, l'idéal, c'est que tous les participants d'une recherche-action soient à la fois chercheurs et acteurs. René Barbier parlait de créer un chercheur collectif. Et si on, par exemple, ça veut entre autres dire que s'il y a des gens qui ont un plus chercheurs professionnels dans le groupe, eux-mêmes s'interrogent sur leur expérience comme acteurs du thème qui est en jeu. Qu'ils ne soient pas en dehors de la réflexion, qu'ils ne soient pas en surplomb. Donc, en termes d'enjeux, je dirais que pour tous les participants d'une recherche-action, l'enjeu principal aujourd'hui dans nos sociétés, il faudrait contextualiser tout ça. Mais l'enjeu principal, c'est de reconnaître la richesse des savoirs d'expérience et d'action. Les savoirs d'expérience et d'action dans nos sociétés technologiques, dans nos sociétés qui sont dominées par les sciences appliquées, ont tendance à être négligés. On voit, beaucoup de choses ont été dites par les ergonomes, par les psychologues comme Christophe Dejour sur la souffrance au travail parce que le travail est technologisé, c'est-à-dire qu'il est pensé en amont et l'action, elle est pensée comme une application des grandes théories seulement.
alors que l'enjeu de la recherche-action, c'est de redécouvrir que dans l'expérience, dans l'action singulière, il y a un savoir, il y a une intelligence qui est autonome et qui est invisible si on ne va pas la chercher. Et donc, c'est un enjeu pour tout le monde, je dirais, pour tous les Oui. participants, pour les acteurs qui viennent réfléchir sur leurs expériences, parce qu'eux-mêmes peuvent être, enfin, sont souvent dominés par cette représentation de la science qui va nous amener des réponses, alors que les réponses sont souvent dans leur intelligence pratique, dans leur expérience, et aussi pour les chercheurs qui sont peu habitués à accompagner la réflexion sur ces savoirs d'action. Comme nous, on l'a très bien vu dans les recherches avec ATD Quart Monde sur le croisement des savoirs sur la pauvreté, les gens qui vivent la grande pauvreté ont des savoirs qui sont Mmh. inimaginables pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Vraiment, des Mmh. savoirs, mais y compris des savoirs d'intelligence d'action. Euh, et donc là, il y a vraiment, c'est l'enjeu pour moi majeur. Hein, Oui. prouver. Et ça ne veut pas dire simplement de dire, ah bah oui, il faut les respecter, donc on va attendre le micro. Il faut des méthodes pour aller Mmh. conscientiser ces savoirs. Je n'ai pas le temps d'expliquer ici, c'est expliqué dans mon livre, mais c'est que ces savoirs, ils sont incorporés, ils sont tacites, les chercheurs. Oui. Là, si je résume, je dirais que c'est la transformation de nos idées, de nos compréhensions de la réalité. Et la transformation pour tous les acteurs d'une recherche-action. Une recherche-action réussie quand tout le monde a transformé sa compréhension, sa représentation du thème qui était en jeu. En explorant les expériences vécues, les actions. Moi, je me situe avec la méthode que je propose des Kairos, c'est de se centrer sur les actions où on a réussi à transformer, les actions qu'on a réussies. Par exemple, dans le croisement des savoirs pour la pauvreté, on a focalisé sur quand est-ce que vous avez réussi à lutter contre la pauvreté. Que vous soyez un travailleur social, que vous soyez un militant quart-monde, que vous soyez quelle que soit la place, quand est-ce que vous avez réussi? Parce que les moments où on a réussi, si on arrive à les analyser, à les décoder, on a des éléments sur les contextes favorables, les conditions nécessaires, les savoirs Oui. d'action, les intelligences, les intuitions. Donc voilà. Mmh. Donc encore une fois, dans nos sociétés technologiques où les savoirs d'action sont souvent discrédités, il y a une pertinence forte des savoirs d'action, des recherches-actions là-dedans. D'autres exemples, par exemple, reconnaître les savoirs des patients en médecine, l'expertise des patients, enfin, il y a pas mal d'endroits Mmh. où la situation l'intelligence des personnes en situation de handicap pour trouver des solutions avec elles. Mais qu'est-ce qui contribue à la réussite? C'est vraiment cette transformation des La compréhensions transforme. réciproques Oui. Oui, par c'est beau. l'analyse des réalités. Et encore une fois, ça suppose une description fine des actions, et particulièrement des actions réussies. La recherche-action, elle porte sur une transformation de la réalité. Donc moi, Oui. j'insiste sur le fait de décrire et d'analyser finement les moments où on a réussi, même si c'est modestement. Alors, je pourrais rajouter une difficulté que je rencontre, que j'ai rencontrée parfois, mais je l'ai évitée. Mais je veux la dire pour des jeunes ou d'autres personnes qui voudraient se lancer là-dedans, c'est de ne pas avoir assez de moyens. Pas assez de moyens en Oui. temps, pas assez de Oui. moyens pour Oui. Oui. enregistrer les témoignages, les transcrire. Il y a toute une infrastructure pour faire une recherche-action réussie. Parce Oui. que les savoirs d'action, il faut que d'abord que les gens les décrivent. S'ils les décrivent oralement, il faut transcrire. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais et ça, personnellement, je l'ai plutôt évité. J'ai eu la chance de pouvoir l'éviter. Mais je vois que de plus en plus, les programmes, on demande aux programmes d'être rapides, de produire des. Et ça, je le dis pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, il faut du temps, il faut des moyens. Parce que moi, ça n'a pas changé ma manière de faire Mmh. mon métier de chercheur, puisque je suis devenu chercheur en faisant de la recherche-action. Oui. En faisant de la recherche-action sur moi-même par le diplôme des hautes études de la pratique sociale de Henri Desroches. Donc, j'ai fait une Mmh. autobiographie raisonnée. J'ai commencé à réfléchir sur mon Mmh. parcours d'animateur, de formateur. J'ai choisi le thème de l'auto-formation pour plein de raisons. Oui. Et donc, enfin, des raisons qui étaient liées à ma biographie, hein, mais bon, je raconte ça aussi dans mon bouquin pour ceux que ça intéresse. Mais
Et donc, ça n'a pas transformé ma manière de devenir chercheur, je suis devenu chercheur là-dedans. Par contre, ce que ça m'a apporté, c'est une plus grande conscience de qu'est-ce qui m'avait formé, qu'est-ce qui a été formateur, y compris de mes conditionnements sociaux, et donc une émancipation de mes conditionnements, une ouverture à d'autres cultures d'Asie, amérindienne, des gens les plus pauvres, et aussi les cultures des universitaires, des cultures. Ça m'a apporté cette chose merveilleuse qui est de prendre conscience de soi, de qu'est-ce qui m'a formé et de m'ouvrir à plus large. Et c'est cette perspective compréhensive qui, aujourd'hui, me semble vitale, d'abord pour explorer et développer des compétences interculturelles. On voit bien avec les premiers réfugiés, des mouvements de population, comment ça va être vital, mais aussi pour explorer les expériences de transition écologique qui se développent Oui. partout et qui sont nécessaires pour comprendre ces expériences pilotes que certains mènent. C'est nécessaire pour développer une mutation culturelle et sociale mondiale, parce qu'on a besoin d'un monde viable. Donc, je pense que vraiment, il y a une richesse à la fois et une interpellation éthique vers la recherche-action. Je me demande pourquoi tout le monde n'en fait pas, quoi. Vraiment, il y a urgence. Hein, Oui, il y a parce qu'il urgence. y a des gens qui inventent des solutions. Donc, la recherche-action, comme elle creuse ces nouvelles capacités, elle est porteuse de beaucoup de... euh, elle peut apporter beaucoup au changement dont on a besoin. Voilà.